Nous commençons donc notre deuxième partie, qui est plus une partie séminaire, si on peut dire, et qui débutera avec Laetitia Cavassa, qui va vous présenter le résultat de ces fouilles extrêmement récentes, puisque les dernières datent d'un mois et demi à peine, sur deux ateliers de potier, les deux ateliers de potier connus à Pompéi au moment de l'éruption du Vésuve. Je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour, merci pour cette invitation qui va me permettre de vous présenter donc, des recherches toutes récentes, comme le disait Jean-Pierre Brun, concernant la production céramique à Pompéi. Donc cette question de la production céramique à Pompéi est une question que nous commençons à bien connaître maintenant. Nous avons plusieurs sources à disposition, donc l'épigraphie, les fresques ou le matériel céramique lui-même qui porte des marques de cuisson ou du matériel surcuit. Mais les ateliers restaient un point important à étudier, notamment par rapport au fonctionnement. Et donc aujourd'hui, je vous présenterai plus particulièrement deux ateliers qui fonctionnaient au moment de l'éruption en 1979. Le premier atelier est situé à l'extérieur de la ville, donc celui-ci, dans le secteur de la porte d'Herculanum, et le deuxième atelier se situe en ville, en région 1 Insula 20, donc en ville, mais contre les murs de la ville. Donc le premier atelier, celui qui est extra-urbain, se situe donc dans la nécropole de la porte d'Herculanum. Donc nous sommes à la sortie de la ville. Et on se trouve ici dans un secteur qui est intéressant par rapport à sa composition. Donc on est dans un secteur mixte, disons, où l'on retrouve des monuments funéraires, de riches villas, et surtout cet espace un peu particulier, qui est indiqué ici en bleu, et qui est un espace à vocation commerciale et artisanale, matérialisé par un long bâtiment qui fait à peu près 85 mètres de long, devancé par un portique. Donc ce secteur, plus particulièrement, fait l'objet d'un programme de recherche de l'École française de Rome depuis 2012, que nous portons avec trois autres collègues, donc Sandra Zanella, Nicolas Lobry et Nicolas Montex, et qui s'intéresse à toute l'organisation de ce bâtiment. Donc aujourd'hui, moi plus particulièrement, je vais vous parler de l'atelier de potier, qui était connu dès le milieu de la première partie du XIXe siècle, et qui se trouve à l'extrémité du portique, dans la boutique 29. Disons que cette boutique-là était le point de départ de la recherche, par la présence d'un four qui nous indiquait donc un atelier. Donc cette boutique 29 est composée de deux pièces que vous voyez ici. Voilà. Elle mesure 10 mètres de long pour à peu près 5 mètres de large. Et donc, comme je vous disais, le point de départ était la présence de ce four. Cet atelier a été dégagé en 1838, entre le 15 octobre et le 11 novembre. Et nous avons quelques informations, notamment fournies par les journaux de fouilles, dont vous avez un extrait, qui indique la découverte le 15 octobre d'un four utilisé pour la cuisson de la céramique. Et quelques jours plus tard, le 22 octobre, les journaux mentionnent la découverte de la production. Donc ils mentionnent 30 pignate, donc c'est le mot que les fouilleurs du 19e siècle utiliseront pour définir cette production. Et ils nous précisent donc 30 pignate de formes différentes et de tailles différentes, et précisent que l'un de ces vases est doté d'un long manche. Donc c'est le point de départ, disons, de cette recherche, les quelques éléments que nous avions à disposition, le four et ses journaux de fouilles, avec une idée assez imprécise de ce que sont les pignate. Donc on ne savait pas en fait au départ quelle était la production de cet atelier. Le fait de préciser qu'un des vases était muni d'un long manche faisait penser pour beaucoup que nous étions dans un atelier qui produisait de la céramique culinaire, notamment des poêles qui existent en terre cuite au 1er siècle, avec un long manche. Donc c'était le point de départ. Donc ce four est également connu par différentes sources. Je vous en montre une ici, qui est un dessin et une description
réalisé par un voyageur français qui s'appelle Ernest Breton, qui visite Pompéi et qui publie un guide destiné aux voyageurs, entre autres. Et il fait un petit chapitre sur l'atelier de potier en fournissant quelques précisions, notamment sur les dimensions du four, sur sa technique de construction. Il nous précise entre autres que la partie supérieure du four est constituée d'une voûte matérialisée par des vases imbriqués les uns dans les autres. Il nous parle également de la production, donc, ce qui vient renforcer un peu l'idée qu'on se fait par la suite d'être en présence d'un atelier ayant fabriqué de la céramique culinaire, puisqu'il nous précise dans le texte qu'ils ont trouvé 34 petites marmites de terre cuite, dont une munie d'un long manche, là encore. Et autre information intéressante pour la suite également, il précise que dans une pièce attenante à cette boutique a été trouvé un autre four plus petit et dont la construction est moins bien faite. Donc, tous des petits détails qui nous ont incités à démarrer cette recherche en 2012. Donc voilà, comme je vous le disais, cet atelier se situe à l'extrémité du portique, le point de départ étant la boutique 29. Donc nous avons réalisé 5 campagnes de fouilles entre 2012 et 2016. Et donc je vais vous présenter les résultats. Donc j'ai choisi de vous présenter ces ateliers en essayant de suivre la chaîne opératoire du potier, disons en vous présentant les éléments que nous avons à disposition aujourd'hui et qui nous permettent de reconstituer une partie de cette chaîne opératoire. La première étape est celle de la préparation de l'argile. Donc nous sommes toujours dans cette boutique 29. La pièce 2 abrite le four et dans la pièce 1, nous avons mis au jour cette structure bâtie composée de tuiles taillées et posées à même le sol, qui fait à peu près 2,40 m de long pour 1 mètre de large, qui présente un léger pendage vers le sud en direction de cette structure qui est un fond d'amphore italique taillé et installé dans le sol, au fond duquel on a trouvé une quantité de sable noir volcanique qui nous a fait penser, en le voyant, aux dégraissants que l'on peut observer dans les céramiques locales et notamment dans les céramiques que nous avons retrouvées dans l'atelier. Cette structure nous fait penser que nous sommes peut-être en présence d'une zone de préparation de l'argile, peut-être le moment où le potier intègre le dégraissant à son argile pour la travailler, pour la préparer, pour ensuite la fabrication, pour qu'elle soit ensuite prête pour la mise en forme des vases, la fabrication des vases. La deuxième étape représentée dans cet atelier est l'étape du tournage des vases. Donc là, nous nous sommes déplacés dans la boutique attenante à la 29, la boutique 28 ici, qui a également été dégagée au XIXe siècle, en 1838. Malheureusement, l'accès à la pièce 2 est bouché, donc on ne peut pas accéder à cette partie-là. Vous avez la photo ici où on voit bien le bouchage de la pièce. Notamment, on distingue ici une porte qui a été bouchée, où l'on distingue dessous, sous le bouchage, tout un niveau de matériel éruptif, de cendres et de lapilli, indiquant donc le bouchage et certainement des niveaux en place derrière. Mais de toute manière, nous avons de toute manière beaucoup d'informations dans la pièce 1, dont vous avez une vue zénitale dans la photo du dessous, qui nous a particulièrement intéressés et qui nous renseigne surtout sur cette étape de tournage des vases. Donc nous avons pu mettre au jour 4 emplacements de tours de potier, qui était une première découverte attestée à Pompéi. Donc ces emplacements sont matérialisés par ces cercles que vous voyez ici, donc 3 en enfilade et un 4e isolé, avec à chaque fois, pour les 3, disons, en enfilade, à chaque fois un fond d'amphore taillé installé dans le sol qui se trouve à proximité immédiate du tour. Dans cette pièce, nous avons également un accès à l'eau directe par ce puits ou une citerne, donc l'eau étant un élément essentiel dans la fabrication des vases et surtout au moment de l'étape du tournage. Et nous avions également un petit point de stockage d'argile prête à être travaillé. Donc nos tours sont fabriqués de 2 manières. Le premier, et qui est l'unique sur les tours attestés à Pompéi, est celui-ci. Donc c'est le tour qui était, hop, je remonte, qui se trouve ici,
qui est en position directe à l'entrée de la boutique et qui a un apport du coup direct de lumière. Ce tour est matérialisé donc par une cavité circulaire creusée à même le sol, avec une partie maçonnée composée de tuiles et de blocs de tuf maçonnés. Et donc nous sommes à ce niveau-là, avec une cavité creusée où nous arrivons sur un premier plateau, disons, à 26 cm plus bas. Et au centre de cette cavité, nous avons identifié une cavité à section quadrangulaire qui fait à peu près 50 cm de profondeur, qui était remplie de lapilli, donc de pierre ponce. Et à l'intérieur de cette cavité, nous avons trouvé de nombreux fragments de clous avec des restes de bois. Cette cavité quadrangulaire indique l'emplacement de l'axe du tour de potier, qui était donc un axe fixe. Et donc c'est seule la partie supérieure, seule la girelle, seule la roue du potier tournée. Donc c'est une donnée importante et assez intéressante, puisque là nous avons un tour assez bien, un emplacement de tour assez bien conservé, qui nous permet de comprendre un peu mieux la technique avec cet axe fixe et seule la roue qui tournait. Le deuxième type de tour, qui est celui utilisé pour la construction des 3 autres tours de cette pièce, est fait de manière un peu plus simple. La cavité supérieure est matérialisée par un fragment d'amphore taillé en partie supérieure et en partie inférieure et qui maintient la cavité ici, avec en son centre toujours une cavité quadrangulaire dans laquelle était inséré l'axe du tour de potier, qui est également fixe et qui est également en bois. Donc cette découverte, qui était inédite, est vraiment intéressante à Pompéi, surtout que nous pouvons la rapprocher de 2 fresques qui ont été découvertes à Pompéi et qui représentent les potiers en train de travailler sur un tour. Nous avons ici deux types de tours qui sont représentés, un tour bas et des tours hauts, avec un axe fixe certainement aussi. Donc le parallèle est intéressant à faire, d'autant plus que c'était la première fois qu'on découvrait des tours à Pompéi. Donc ensuite, après le tournage, la cuisson des vases. Donc, comme je vous le disais au début, le four a été le point de départ de cette recherche, puisqu'il matérialisait l'atelier. Ce four est vraiment bien conservé. Donc, vous voyez les dimensions. La hauteur conservée, disons actuellement, est de 2,60 m. Il manque la partie supérieure qui était voûtée. Donc, le fonctionnement est simple. La partie inférieure est la partie dans laquelle était inséré le combustible. La partie supérieure est la partie dans laquelle la charge à cuire était déposée, le tout étant séparé par la sole, qui est ce niveau perforé qui permettait à la chaleur de se diffuser et de cuire la cargaison. Ce four est construit en tuiles taillées, liées entre elles avec de l'argile, et tous les parements internes du four sont recouverts d'un enduit argileux. Donc après la fouille de ce four, nous nous sommes intéressés à la boutique 30, qui est celle juste à côté, donc de l'autre côté. Donc nous avions déjà fouillé 29, 28, et là nous sommes passés à 30, pour essayer de confirmer ou pas ce que Ernest Breton disait dans son texte, dans lequel il expliquait qu'un second four avait été découvert dans une boutique attenante. Cette boutique était assez endommagée et remplie de déblais, notamment parce qu'une bombe alliée était tombée dans ce secteur-là en 1943, et ce qui avait un petit peu bouché la lecture de ce secteur-là. Donc effectivement, nous avons mis au jour un second four. Donc la boutique 29 est juste ici, donc nous sommes dans la pièce 2 de la boutique 30, un second four qui est plus petit, moins bien conservé, puisque là, on ne voit que le fond de la chambre de combustion, donc que le fond de l'espace dans lequel était inséré le combustible, avec quelques niveaux de cendres qui sont encore visibles. Voilà, quelques détails de sa construction. On a ici un départ de l'arc de soutènement qui maintenait la sole, et quelques détails de sa technique de fabrication. Effectivement, le four est moins bien construit. Ils ont utilisé des tuiles taillées, mais aussi toutes sortes d'objets en céramique, des fragments d'amphore, des fragments de vaisselle qui ont été utilisés
pour la construction même du four. Et par contre, dans les niveaux de déblai, nous avons également retrouvé quelques vases de voûte, enfin quelques vases qui ont été utilisés pour fabriquer la voûte qui fermait la partie supérieure du four. Donc voilà, cet atelier qui avait pour point de départ cette boutique avec son four s'est révélé être assez complet avec différentes étapes qui ont pu être reconstituées depuis la préparation de l'argile jusqu'à la cuisson. Mais demeurait encore en suspens la question de la production de l'atelier. Que fabriquait-on dans cet atelier? Donc nous avons vu beaucoup de... Là, je ne vous ai pas tout cité, mais il y a plusieurs textes qui mentionnent cette production avec toujours ce mot pignate qui revient, qui peut avoir plusieurs significations au XIXe siècle en Italie. J'ai trouvé des textes en Sicile qui mentionnent la pignata pour cuire des soupes, ou dans d'autres régions d'Italie, le mot pignata est utilisé pour représenter des cruches pour conserver les liquides. Donc un mot qui peut avoir plusieurs sens et qui ne nous permettait pas de bien comprendre quelle était la production. Et la réponse est arrivée très rapidement dès les premiers jours de la fouille en 2012. Donc nous sommes retournés dans la boutique 29 avec la pièce 2 qui abrite le four, et à quelques centimètres de ce four, nous avons trouvé ce niveau qu'on voit ici, plein de lapilli, donc de pierres ponces de l'éruption du Vésuve, qui était encore en place. Et dans ce niveau, nous avons mis au jour une dizaine de vases qui étaient posés à même le sol, que l'on commence à distinguer sur cette photo, donc ces formes circulaires, qui se sont révélées être des vases crus, entreposés par le potier à proximité du four en attente de les cuire, et le tout ayant été stoppé par l'éruption du Vésuve. Donc en fait, nous sommes dans une phase où les vases avaient été tournés, décorés, engobés, entreposés ici avant la cuisson. Cette découverte nous a permis d'identifier la production. Il s'agit de gobelets à boire, qu'on appelle des gobelets à parois fines, et donc qui n'ont rien à voir avec la production de céramique culinaire. Donc cette première ère de séchage, disons, nous a permis d'identifier la production. Et cette production a été, cette idée de la production a été renforcée l'année d'après. Là, nous sommes retournés dans la boutique 28, dans la salle des tours, où nous avons trouvé dans cet angle ici une autre ère de séchage. Alors, les vases sont beaucoup moins conservés. On voit sur les photos, ils sont tout écrasés. Mais il s'agit ici du même type de vase, donc toujours des gobelets à boire, qui nous permettent donc d'identifier avec certitude la production. On n'en a plus aucun doute. Dans cet atelier, on produisait ce genre de gobelets au moment de l'éruption en 79. Donc voilà à quoi ressemblent ces gobelets. Ce sont des gobelets avec un engobe marron orangé, munis d'une petite anse. Mais nous avions toujours en tête la mention des journaux de fouilles qui mentionnaient un vase avec un long manche. La réponse a été apportée là aussi par la redécouverte, entre guillemets, de ce vase qui est conservé au musée archéologique de Naples, qui avait été publié dans les années 70 et qui correspond également à la production de l'atelier. Donc là, nous avons un exemplaire complet, mais au moment de la fouille de l'atelier, nous avons trouvé plusieurs exemplaires de ces petits manches qui caractérisent donc ce gobelet. Donc la conclusion est qu'en 1979, cet atelier produisait des gobelets à parois fines avec cette variante avec une anse ou un manche. Et donc on retombe sur les indications fournies par les journaux de fouilles au moment de la découverte de l'atelier en 1838. Donc en 1979, nous avons un atelier qui fonctionne sur au moins 3 boutiques. Ça représente à peu près 115 mètres carrés, avec le manque de la pièce 2, dont nous ne savons pas ce qui s'y passait, avec une répartition des activités, avec une phase de travail de l'argile, une salle de tournage des vases, les aires de séchage, disons, des vases, et la cuisson de la production. Enfin, pour finir avec cet atelier, je voulais juste vous montrer que l'atelier ne fonctionnait pas seulement en 1979, il a une durée de vie un peu plus longue, avec la découverte d'un 3e four, qui est le premier à avoir fonctionné dans cet atelier, qui se trouve à l'extrémité du portique, dans la boutique 30. Donc là, c'est le 2e petit four que nous avions trouvé qui fonctionnait au moment de l'éruption. Et nous avons un four beaucoup plus grand, qui fait plus de 3 mètres de long, pour 2 de large,
dont il ne reste également que le fond de la chambre de combustion, où nous avons retrouvé à l'intérieur de ces niveaux de cendres beaucoup de fragments de céramique qui sont des indices de la production. Et il s'agit là aussi, je vous en ai mis quelques photos, de gobelets à parois fines. Donc cet atelier, a priori, pour toute la durée de son occupation, n'aurait fabriqué que des gobelets à parois fines. Voilà, donc ça c'était le premier atelier. Je vous présente maintenant le deuxième atelier qui se trouve en ville, donc de l'autre côté, en ville, mais contre les murs. Donc c'est un atelier qui a été découvert en 1959, qui a été fouillé par Amedeo Maiuri, et qui se trouve là dans une configuration un peu différente par rapport au premier. Donc l'atelier, il se trouve ici entre les portes 2 et 3, et l'on voit bien en regardant le plan que l'atelier a très certainement été installé dans une domus. On voit ici l'impluvium qui est coupé par un mur. Donc dans une phase précédente, cet atelier n'existait pas et on était plutôt dans une riche domus. Et à un moment donné, les pièces en devanture sont comment dire, l'ensemble est transformé en atelier artisanal. Dans notre cas, donc un atelier de potier qui communique avec ce grand espace qui est un jardin dans lequel on cultive la vigne et qui est un établissement également viticole. Donc ici, on partait avec des informations différentes, donc des fouilles plus récentes. Nous connaissions la production au moment où nous avons commencé les travaux. Il s'agit d'un atelier dans lequel on produisait des lampes à huile. Et vous avez ici une photo du four dans lequel ils ont retrouvé la cargaison donc, qui était placée dessous et non pas dans la partie à cuire, où ils ont trouvé 61 lampes et 24 moules en plâtre que vous voyez ici. Ils ont également fabriqué des petits vases que les journaux de fouilles mentionnent sous le nom de fritili. 123 exemplaires ont été trouvés, donc il s'agit de ces petits vases très étroits réalisés autour et dont la fonction demeure assez imprécise à l'heure actuelle. Est-ce qu'il s'agit de vases utilisés pour fabriquer des voûtes, des godets à jouer au dé? L'idée vient entre autres du rapprochement avec cette fresque trouvée à Pompéi dans laquelle on voit donc ces personnages en train de jouer au dé et qui tiennent un petit godet qui pourrait être une interprétation comme une autre. Mais donc voilà, donc on partait avec un peu plus d'informations et la connaissance de la production de cet atelier. Donc cette fouille est toute récente, elle a été réalisée en septembre dernier dans le cadre du programme de recherche sur l'artisanat mené par le Centre Jean Bérard, qui est un programme initié par Jean-Pierre Brun en 2001 et qui s'intéresse à l'économie de l'artisanat en Italie du Sud et plus particulièrement à Pompéi. Donc là aussi, je vous présente les résultats qui sont tout récents et qui sont encore en cours d'étude pour certains, en suivant la chaîne opératoire du potier. Donc l'une des premières étapes représentées est toujours celle des matières premières. Nous avons ici mis au jour dans cette pièce un niveau d'argile crue que vous avez ici, qui fait à peu près 1,20 m de long pour entre 50 et 70 de large selon les endroits, un beau niveau d'argile crue. Nous avons également dans cette pièce, la pièce numéro 1, ce bassin interprété comme un bassin de décantation qui fait à peu près 2,50 m de long pour 1,80 m de large et qui est revêtu d'un béton de tuileau. La deuxième étape, là aussi, le tournage des vases. Donc ce tour a été une découverte à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Puisque donc l'atelier a été dégagé dans les années 60, quelques autres fouilles ont été réalisées en 1973 et surtout dans les années 80, ils ont installé ce réseau d'évacuation des eaux de pluie qui ruissellent des toitures de protection des fours et donc ils ont par chance épargné cet amphore qui est ici et qui matérialise la présence d'un autre tour de potier qui est construit exactement selon la même technique que les 3 autres tours présents dans l'autre atelier. Donc un corps d'amphore qui matérialise la fosse de délimitation du tour, avec en son centre une cavité quadrangulaire, là encore, qui abritait l'axe, qui était en bois et qui est encore un axe fixe.
Donc ce tour de potier vient compléter, disons, les données, puisque nous savions que dans cet atelier étaient cuits, au moins, ont été fabriqués des vases tournés. La cuisson est représentée par 2 fours, un grand four qui est conservé sur plus de 2,40 m de hauteur, qui est assez bien conservé lui aussi, et qui était matérialisé par une voûte faite de vases imbriqués les uns dans les autres. Donc c'est quelques photos ou un schéma, un dessin qui représente le four au moment de sa découverte, et on peut voir là l'emplacement et la présence de certains vases qui ont été trouvés au moment de la découverte, qui matérialisaient cette voûte. Le second four est plus petit, il est dans l'angle sud de la pièce, il est circulaire et il est conservé sur à peu près 1,40 m de hauteur pour un diamètre de 90 cm. Enfin, le dernier point représenté dans cet atelier est la présence dans la pièce 1 d'un comptoir de vente donnant directement sur la rue. La question reste à savoir s'il s'agit d'un comptoir un comptoir de vente dédié à la vente de la céramique produite dans l'atelier ou du vin produit dans le jardin attenant, ou les deux. Donc là, c'est une question qui n'est pas encore résolue. Donc, la situation en 1979 est que nous avons 2 ateliers qui ont une localisation topographique différente. L'un se trouve hors de la ville avec 2 fours qui fonctionnaient en 1979, 4 tours, une zone de travail de l'argile, des vases crus, des dépotoirs, et qui est installé dès le départ dans un portique, dans une structure, disons, à vocation commerciale. L'autre atelier se trouve donc en ville, installé dans un second temps dans une domus. Nous avons 2 fours, très certainement un bassin de décantation et un tour, avec une production qui diffère, des gobelets d'un côté et des lampes à huile et des petits vases de l'autre. La dernière question qui reste à poser et à résoudre, et qui est intéressante à résoudre de toute manière, c'est l'origine des matières premières, notamment à savoir d'où vient l'argile. Donc nous avons déjà mené une série d'analyses sur le matériel provenant de l'atelier de Porta Ercolano, donc l'atelier hors de la ville. Ces analyses ont été réalisées par une équipe de géologues napolitains, donc Celestino Griffa et l'équipe de Vincenzo Mora de la Federico II à Naples. Et nous avons donc analysé aussi bien l'argile crue que le sable noir trouvé au fond de l'amphore, que les engobes. Et leurs résultats ont permis d'identifier avec précision l'origine de la carrière d'extraction de l'argile, qui se situe à une trentaine de kilomètres au sud de la ville, et qui va nous permettre du coup d'identifier les courants commerciaux. Donc ces résultats seront complétés par de futures analyses pour le nouvel atelier de Potier, pour essayer de comparer si les réseaux d'approvisionnement sont les mêmes ou s'il y a une sélection des argiles. Voilà, je vous remercie. Bien, je remercie Laetitia Cavassa de ses précisions sur l'artisanat des potiers, qui est donc un artisanat, comme nous l'a expliqué, essentiellement destiné à la consommation locale. Et nous allons maintenant en venir à un autre artisanat dont j'ai parlé à plusieurs reprises, qui est celui du cuir, avec Martine Le Guillou, avec qui j'ai fait cette opération de fouille, et qui va plus spécialement traiter de la question des procédés de tannage et de travail du cuir dans l'Antiquité. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je vais vous parler donc de cette tannerie qui se trouve dans l'îlot 1,5 à Pompéi. Alors, en reprenant la fouille et l'étude de cette tannerie, j'espérais obtenir des données permettant la détection d'un atelier de tannage antique lorsque les structures de production sont mal conservées. Alors, mon objectif, en intégrant le programme sur l'artisanat antique conduit par le Centre Jean Bérard, sous la responsabilité de Jean-Pierre Brun, était de réaliser des analyses archéozoologiques sur les déchets de tannerie, et cet objectif a été atteint dès la première année par la découverte de fosses dépotoirs. Mais les informations recueillies par les fouilles ont été bien plus complètes.
Dans un premier temps, outre l'examen des déchets, nous avons mis au jour donc l'équipement d'une tannerie et une partie de son outillage, formant l'ensemble le plus complet connu à ce jour pour le monde romain. Cela nous permet de restituer les procédés de tannage en 79 de notre ère. Enfin, nous avons dégagé toutes les phases d'installation des équipements, révélant les transformations et innovations techniques intervenues dans le domaine du traitement des peaux et des cuirs au cours du 1er siècle de notre ère. L'objectif de ma présentation sera donc double. Il s'agira tout d'abord de définir les équipements, outils, gestes et procédés utilisés et en parallèle de comparer les équipements d'une tannerie romaine avec les installations pré-industrielles afin d'apprécier le niveau de développement des techniques antiques. Donc ces techniques s'appuient sur un héritage plus ancien. Les artisans romains se sont largement inspirés des artisans grecs. Dans un recueil paru récemment, Benoît Dercy a inventorié les techniques employées pendant l'Antiquité grecque, qu'elles soient attestées par les textes ou l'iconographie. Il existait plusieurs méthodes conservatoires. Le traitement le plus simple consistait à épiler et faire sécher les peaux au feu, un usage généralement réservé aux courroies rustiques. D'autres procédés employaient le gras animal ou végétal, qui imperméabilisait les cuirs utilisés en extérieur, les courroies, les échelles et les outres. Le salage était utilisé pour les outres en peau de chèvre, non épilées, salées et séchées sur leur face interne. Quant aux propriétés antiseptiques de l'alun, elles étaient connues dès l'époque mycénienne. Ce sel d'aluminium fut, d'après les auteurs latins comme Juvénal et Martial, utilisé à partir du 1er siècle pour la réalisation de cuirs blancs très souples et luxueux. La forte sensibilité à l'humidité des cuirs ainsi traités en limitait toutefois l'emploi. Mais le tannage végétal, employant donc du tanin, des végétaux broyés, est le procédé le plus efficace pour produire des cuirs de qualité destinés à un usage prolongé. L'action des tanins pour la conservation des peaux est attestée depuis le IVe siècle de avant notre ère, par Hippocrate, qui mentionne l'usage du sumac, de l'acacia et de la noix de Galles, qui est une réaction pathologique d'un arbre à des piqûres d'insectes. Ces produits seront toujours employés par les artisans romains de Méditerranée occidentale. Les sources écrites, mais également les découvertes d'artefacts, sont là pour confirmer que les qualités du tannage végétal étaient connues dès la période grecque. Voici quelques objets découverts dans le désert oriental égyptien à l'époque romaine. Certains ont été réalisés à partir de techniques rudimentaires antiques. Ils ont connu les mêmes conditions de conservation, mais il suffit d'observer leur aspect pour comprendre que les traitements au tanin étaient un avantage que les artisans antiques ont dû expérimenter et exploiter. Dans la tannerie moderne, la fabrication du cuir se réalise en 3 étapes. La première est le travail de rivière, qui est la phase de préparation des peaux. On élimine la chair et le pelage par des procédés chimiques ou mécaniques. La deuxième est le tannage, donc proprement dit, qui consiste à imprégner les fibres de collagène d'acide tannique, rendant les peaux imputrescibles. Enfin, les opérations de finition ou de corroyage qui servent à assouplir les cuirs, les polir ou les façonner. On peut voir que ces principaux procédés, en 3 étapes, sont déjà connus et attestés dans les textes grecs et latins. Ils sont mentionnés à l'occasion de conseils pour l'entretien des cuirs agricoles, la fabrication de produits de luxe, dans des expressions de la vie courante faisant référence au travail de tannage. Cependant, rien n'indiquait jusqu'alors que les artisans antiques maîtrisaient la technique du tannage telle qu'on la conçoit à l'heure actuelle. Celle-ci nécessite une série de processus, de gestes et de traitements, chacune des étapes étant essentielle pour obtenir un produit de qualité. On a en effet longtemps considéré que la fabrication du cuir selon un processus rationalisé, optimisé tel qu'on l'imagine de nos jours, était éloignée de la pratique antique. En cause, les lacunes littéraires. Aucun auteur grec ou latin ne s'était attaché à décrire de façon méthodique ces opérations. Pourtant, à partir du 1er siècle de notre ère, les structures de production, très élaborées, indiquent que le tannage suivait bien ces 3 étapes et que les artisans romains avaient intégré tous les procédés mécaniques et chimiques dans une chaîne opératoire suivant un ordre précis
et associé à un équipement élaboré. Dans sa phase finale, et comme l'attestent les découvertes, la manufacture de cuir de Pompéi est rationnellement construite et aboutie, intégrant les 3 phases exécutées de la manière qu'elle le sera plus tard jusqu'à l'ère industrielle. Pour bien comprendre l'importance des transformations mises en œuvre, il est nécessaire de rappeler les structures existant avant ce dernier état. Au début du 1er siècle, l'îlot était occupé par 2 ateliers, dans la Domus C, située dans le nord de l'îlot, et dans la Domus E, dans l'espace sud. Peu d'éléments ont subsisté de cette époque, à part les cuves. Celles-ci sont peu nombreuses et de dimensions réduites, et ne semblent pas être organisées selon un plan précis. Devant la nécessité d'augmenter les productions, on agrandit les installations, jusqu'à occuper presque tout l'îlot. Un vaste atelier spécialisé de type manufacture se met en place, doté de nombreuses innovations. La première de ces innovations est la conception du plan, qui s'organise de façon rationnelle. Nous avons vu que les procédés de tannage nécessitaient 3 types d'opérations. L'espace de la manufacture fut donc organisé en 3 zones distinctes. Celle dédiée au travail de rivière, celle consacrée au tannage et celle des finitions. Le nettoyage des pots et les finitions demandent de grandes quantités d'eau. Aussi avait-on pris soin de consacrer un espace dédié au ravitaillement en eau, une noria, et de le placer entre ces 2 ateliers. Voilà. La disposition de ces espaces dans le plan sera reprise presque à l'identique aux époques modernes, attestant ainsi clairement que les objectifs des artisans et architectes romains ont été atteints du point de vue de l'efficacité. Dans les 3 espaces de travail consacrés donc à la production des cuirs, les équipements entièrement rénovés vont être installés afin d'optimiser les manutentions en termes de résultats et de délais d'exécution. Leur description va nous permettre de détailler toutes les opérations de tannage et les innovations techniques dans le domaine des productions de cuir. Les seuls éléments dans la nature nous échappent, ce sont les produits utilisés. Une seule information précise sur ce point, les analyses effectuées sur les enduits des cuves d'un des ateliers primitifs, celui de la zone sud, indiquant la présence de tanins d'écorce d'arbres, de chêne, entre autres, et la présence de nombreux amphores de lipari dans les dépotoirs montre l'usage de l'alun. La première phase, le travail de rivière, consistait à éliminer les résidus, pelage et chair. Elle nécessitait peu d'équipement, mais demandait beaucoup d'eau et un outillage particulier, notamment l'usage d'un couteau arqué et sans fil. Le travail de rivière était réalisé dans la cour, là où fut découvert cet outillage, caractéristique et les déchets qu'elle génère. Les premières découvertes d'outils ont été faites en 1873. C'est un lot de 3 instruments, donc le couteau rond, une étire et un couteau de cordonnier. Ces 2 derniers outils sont encore utilisés pour les finitions et la découpe par les cordonniers. Le premier outil est un couteau arqué sans fil, utilisé pour l'écharnage et l'épilage. D'autres outils ont été dégagés lors des fouilles récentes, un outillage en os, des polissoirs et un second couteau arqué en fer. La forme et la taille de ces couteaux ne laissaient pas de doute sur leur fonction, car ils étaient toujours employés dans les tanneries de l'époque moderne, sans modification de forme et d'usage, indiquant qu'ils n'étaient plus perfectibles. Leur efficacité était telle que la forme de l'outil est restée inchangée. Autre technique toujours en fonction aux époques modernes, le dépouillage qui conservait parfois les extrémités osseuses sur les dépouilles, soit les pieds, soit les crânes, comme on peut le voir sur cette gravure du XVIe siècle. Dans ce cas précis, on voit un ouvrier au travail utilisant le couteau arqué sur un chevalet et disposant à proximité d'un stock de peaux à traiter, ayant conservé les crânes, ici des peaux de bovidés. Dans les dépotoirs de la tannerie pompéienne, 2 types de restes ont été découverts, les ossements de pieds d'ovins caprins et les frontaux avec chevilles osseuses de bovidés, indiquant que cette technique était déjà employée au 1er siècle de notre ère. La deuxième étape, le tannage, prenait plusieurs semaines, en particulier pour la fabrication des cuirs forts, épais et résistants, avec lesquels on réalisait les semelles de chaussures. Cette étape nécessitait moins d'eau, bien que celle-ci soit toujours nécessaire pour l'imprégnation du collagène par l'acide tannique.
C'est pour cette étape du traitement des peaux que les innovations sont les plus intéressantes. Dans la partie nord-est de l'îlot, qui deviendra la grande salle des cuves, les premières installations du second quart du 1er siècle sont de taille modeste, seulement 3 cuves de dimension réduite et alignées côte à côte. Dans le courant du second quart du 1er siècle, l'atelier est restructuré, 4 nouvelles cuves de tannage sont ajoutées. Elles sont plus grandes et associées à d'autres équipements, comme des amphores décolletées, des fosses à tanner disposées sur un plan carré. À proximité des cuves à mortier attend un élément important dans une tannerie pour fournir la matière végétale broyée, des écorces, des fruits ou de la noix de Galles. Lors de la phase d'extension maximale de l'atelier, peu avant 1979, on implante 8 nouvelles fosses, identiques aux précédentes, agencées selon un plan similaire, tandis que le mortier sera déplacé dans une autre pièce. Les techniques de fabrication sont différentes entre le premier groupe et les cuves des 2 dernières phases de construction. Ces dernières sont associées à des équipements inexistants auparavant et facilitant une extraction rapide des cuirs. Un système d'évacuation de l'eau des cuves, un bassin rectangulaire, probablement destiné à recueillir le temps usagé, et des amphores décolletées, peut être utilisé pour les peaux de petits ruminants traités à la lin et nécessitant moins de volume. Ce plan de la salle des cuves rappelle celui de la tannerie idéale telle qu'elle apparaît dans l'encyclopédie de Diderot. Les dispositions sont un peu différentes, mais on retrouve les fosses à tanner, de forme rectangulaire, disposées à proximité des cuves rondes, destinées au tannage. L'utilisation de ces équipements devait également être identique, comme on peut le voir sur les planches de l'encyclopédie. Des ouvriers remplissent les cuves de tannage en intercalant des pots et des couches de temps. Plus loin, d'autres personnes sont occupées à retirer des cuves les cuirs finis et le temps usagé, tandis qu'un troisième groupe, dans la fosse à tanner, conditionne le temps usagé en briquettes qui pourront ensuite servir de combustible. Après leur extraction, les cuirs doivent être rincés, assouplis, parfois polis. Dans l'îlot pompéien, ces opérations étaient réalisées sous le portique, face à la cour et au triclinium d'été. Dans cette zone également, on trouve des innovations techniques plus fonctionnelles. Plusieurs espaces dévolus à une activité de corraillage, terme moderne pour désigner les finitions, sont aménagés sous le portique, séparés par des murs perpendiculaires. Le rinçage des cuirs est la première opération. Elle s'effectuait dans des jarres, les dolias, placés à l'extrémité des murets de séparation. Dans le premier espace du portique, une noria, alimentait en eau un circuit de canalisation, desservant à leur tour les dolias. Cette technique de rinçage, après la sortie des fosses, sera toujours d'usage au XVIIIe siècle, comme on peut le voir dans cette gravure représentant le travail de la mégisserie, donc le tannage des peaux de petits ruminants. Ici, l'atelier était situé en bordure de rivière pour alimenter facilement les baquets en bois servant au rinçage. Dans l'atelier pompéien, la noria, les bassins attenants et les canalisations assuraient un circuit permanent de l'eau qui s'écoulait ensuite sur un sol en pente, entièrement recouvert d'un enduit hydraulique pour s'évacuer dans un puits perdu. Dans l'espace suivant, un établi composé d'une pierre monolithe était probablement destiné à battre les cuirs après les rinçages. Les mêmes installations étaient encore présentes dans la tannerie du XVIIIe siècle. Dans les espaces suivants, aucun équipement particulier n'a été observé, en dehors de tuiles plates disposées au sol, indiquant l'emplacement des ouvriers. Ces petits ateliers devaient être destinés aux finitions comme le polissage et l'imperméabilisation des cuirs par l'imprégnation de gras à l'aide d'un outillage en os, également découvert lors des dernières fouilles. On le voit, les innovations techniques existant dans la tannerie de 79 sont toujours employées dans la tannerie traditionnelle. Les innovations techniques accompagnent généralement un développement économique lié à l'accroissement des échanges. Dans le domaine de l'artisanat des cuirs, on peut envisager que le besoin de matériaux performants imposa de nouvelles mises en œuvre, de la même façon qu'un outillage performant garantit un travail de qualité. Des manufactures bien conçues peuvent fournir rapidement des produits de qualité. L'ensemble des métiers du cuir profita de cette période d'innovation. Dans la première moitié
du 1er siècle, certains outils, peu ou pas répandus aux périodes proto-historiques, comme les emporte-pièces, qui réalisent des découpes de façon régulière et rapide, ou encore les formes de cordonnier, instruments en forme de pied, deviennent un équipement quasi systématique de la sutrina, l'échoppe du cordonnier. Des techniques plus élaborées apparaissent également dans la confection de chaussures, avec l'utilisation presque systématique, à partir du Haut Empire, des semelles cloutées, dont le réseau de clous se complexifie jusqu'à donner un effet décoratif. Avec ce nouvel outillage, les cordonniers vont travailler plus rapidement et plus efficacement, modifiant leur méthode de travail. Les clients souhaitant une chaussure ne se déplacent plus nécessairement dans l'atelier, comme ce fut le cas aux périodes antérieures. Contrairement aux cordonniers grecs, l'artisan romain peut réaliser ses œuvres directement dans sa sutrina. Il pouvait ensuite vendre sur les places de marché, comme l'illustre cette peinture des Présidia de Julia Félix, montrant un cordonnier présentant un article à une cliente. Le travail du cuir et de la cordonnerie sont donc deux artisanats qui connurent de nouveaux perfectionnements à partir du milieu du 1er siècle de notre ère. Il faut bien sûr rester prudent, l'absence de vestiges ne présumant en rien l'absence de connaissances. Cependant, il semble bien que Pompéi, située dans une zone très active de contact et d'échange, ait été le berceau de l'adaptation de nouvelles technologies dans le domaine des traitements des cuirs en particulier. Voilà pour un tour rapide les différentes innovations concernant les traitements et la fabrication des cuirs dans l'Antiquité et en particulier au milieu du 1er siècle après notre ère. Je vous remercie. Bien, merci à Martine Le Guillou de ce tour d'horizon parfait qui nous a bien montré justement l'importation de ces nouvelles techniques et finalement l'achèvement de l'aboutissement dans cette grande manufacture de la ville de Pompéi. Et pour finir, j'ai donc demandé à mon ami Philippe Borgard de revenir sur l'industrie textile, mais dans une optique légèrement différente de ce que j'avais fait moi-même, en insistant sur les apports de l'expérimentation à la compréhension des vestiges antiques. Et nous allons voir que dans le cas de Pompéi, ces apports sont tout à fait considérables puisqu'il a eu l'occasion de faire de véritables expériences à Pompéi même et donc de remettre en fonction les teintureries de la ville de Pompéi. Je lui laisse la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme le dit le professeur Jean-Pierre Brun, je vais en effet vous parler, pour clore cette petite série d'interventions, d'un artisanat bien identifié à Pompéi. Je veux parler de celui de la teinturerie. Mais pour être bref, je ne m'intéresserai qu'à un aspect important, spécifique de cette activité, ce que l'on appelle la teinturerie de grand tain, par opposition à la teinturerie de petit tain, c'est-à-dire un art qui permet de fixer durablement des couleurs vives sur le tissu. Et je m'intéresserai plus spécifiquement encore à la teinturerie de grand tain, faisant usage d'un mordant particulier, dont Martine Le Guillou vient déjà de parler, l'alun. Pourquoi l'alun ? Parce que si l'on peut imaginer que d'autres mordants sont utilisés durant la période antique, c'est le seul qui soit assuré et dont l'usage est prouvé de façon évidente à une grande échelle, grâce à la connaissance et à l'interprétation d'amphores spécifiques, dites amphores de Lipari, et qui ont servi au grand commerce antique pour le transport de l'alun à travers la partie occidentale de la Méditerranée, comme le démontre la carte que vous avez sous les yeux, avec une diversité des points qui tient plus à la distribution des chercheurs qu'au marché réellement. On peut imaginer que l'alun couvrait en fait vraiment toute la partie occidentale de la Méditerranée, en Afrique comme en Europe. Donc, teinturerie de grand tain
et teinturerie utilisant l'alun. Pour avancer dans la problématique, nous nous sommes intéressés à un certain nombre de boutiques, d'officines, bien présentes à Pompéi et qui présentent toutes la même organisation. Je veux parler de boutiques du genre de celle que vous avez ici sous les yeux, un 8-19 pour ne pas la nommer, qui se caractérise par la présence systématique d'un assemblage de cuves, car il faut retenir que les teinteries antiques sont des établissements qu'on reconnaît grâce à la présence de cuves, ou si vous préférez de chaudières, plus que par tout autre équipement. Et cette série d'officines qui avait attiré notre attention sont donc caractérisées par la présence systématique de 4 chaudières, l'une plus importante que les autres, accompagnée de 3 autres chaudières. Ce peuvent être des équipements que l'on trouve de façon isolée dans une boutique ou dans telle autre boutique regroupée. Ici, un artisan qui possédait 2 boutiques associées, accolées l'une à l'autre, où l'on retrouve ce même assemblage de 4 chaudières, 3 de taille plus petite, une de taille plus importante, généralement située à l'entrée de l'officine. On verra tout à l'heure pourquoi. Voilà une vue aérienne de cet atelier ce double atelier que je vous montrais à l'instant en plan. Et vous remarquerez au passage l'importance de l'espace occupé par les cuves au détriment de toute autre installation, et notamment d'installations liées à l'eau, parce qu'on peut s'attendre à ce que dans une teinturerie, on ait besoin d'eau pour rincer les tissus fraîchement teints, c'est vrai, mais ces bassins que l'on pouvait attendre n'existent pas, ou alors sont en matériaux périssables. Et vous remarquerez également, c'est le petit objet cerclé de rouge, que contrairement à d'autres officines, comme par exemple les fouloniquets, il n'y a pas de liaison entre ces ateliers et le réseau d'adduction d'eau sous pression de la ville. On a là tout simplement une borne fontaine dans la rue. Fermons la parenthèse pour montrer un ultime exemple d'atelier qui, lui, regroupe 2 ensembles de 4 cuves dans le même espace. Tout cela pour conclure donc qu'il existe, je ne les ai pas tous montrés, il y en a 6 connus, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas davantage, qu'il y a donc une série de boutiques qui se ressemblent étrangement et qui sont toutes caractérisées par des assemblages de 4 chaudières accolées les unes aux autres. On voit ici un exemple en photo de l'un de ces établissements, un autre qui n'était pas présent en dessin, et vous remarquerez très bien sur celui-ci la présence, qui est systématique dans toutes les officines, d'une chaudière beaucoup plus grande que les autres et généralement placée à l'écart. Vous la voyez bien ici sur cette image, vous en voyez une autre ici, et il ne fait pas de doute que toutes ces officines similaires sont vouées au même type de travail. Celle-ci, qui est illustrée par cette image ancienne, en 972, c'est-à-dire sur la rue de l'Abondance, n'a malheureusement pas été fouillée, et elle ne l'est toujours pas, mais elle est particulièrement intéressante, car à travers la présence de cette grande cuve en façade, que vous voyez ici, elle s'apparente sans aucune difficulté aux ensembles que je vous ai montrés tout à l'heure, mais celle-ci possède la particularité de posséder une peinture de type électoral sur sa façade. C'est un des avantages extraordinaires de Pompéi que d'avoir ces peintures conservées. Enfin, il faudrait parler à l'imparfait parce qu'elle n'existe plus à l'heure actuelle. Et sur cette peinture, il est inscrit qu'un corps de métier, ces gens-là s'appellent eux-mêmes les infectores, sont tout à fait favorables à la candidature d'un certain Calventus. Mais peu importe, ce qui est important, ce sont les signataires. Et si le mot d'infector n'est pas attesté très couramment dans la littérature antique, il l'est suffisamment en tout cas pour qu'on puisse l'interpréter et
pour que l'on puisse traduire ce mot en français par le terme teinturier de Grantin. J'ai donc imaginé, et je pense que je ne me trompe pas trop, que ces ateliers que je viens de vous montrer sont spécifiquement ces ateliers de Pompéi destinés à la teinture de Grantin, destinés à l'utilisation pour la teinture de l'Alain des îles Éoliennes. Et donc, cette interprétation étant retenue, je propose d'identifier les grandes chaudières en façade de boutique que j'ai montré tout à l'heure comme étant des chaudières destinées au mordançage spécifiquement, donc à l'utilisation spécifique de l'Alain, tandis que les trois autres chaudières sont des chaudières destinées à la teinture, avec une séparation des deux opérations techniques, mordançage d'un côté, teinture à proprement parler de l'autre. Et c'est cette idée-là que nous avons retenue pour la mise en œuvre de reconstitution et même, comme le disait le professeur Jean-Pierre Brun, pour la réouverture momentanée de l'une des officines de Pompéi. Vous avez ici une vue rapprochée de la cuve que je vous montrais tout à l'heure, de la chaudière que je vous montrais tout à l'heure sur la rue de l'Abondance, qui serait donc une chaudière réservée au mordançage. Et vous remarquerez la décoration particulière de cette cuve qui est quasiment remplie de phallus de tous côtés, de toutes formes, dont certains équipés d'ailes, et qui très probablement étaient destinés à attirer le bon œil sur ce qui se passait dans cette cuve, une opération particulièrement importante, donc, comme je l'ai dit, qui est l'opération du mordançage à proprement parler. Et lorsqu'on connaît la valeur de l'Alain, qui est un produit très coûteux, on n'est pas étonné que l'artisan souhaitait ici que tout se passe pour le mieux et qu'il ne gaspille pas cette précieuse matière première. Nous avons la chance, disais-je, que tout soit assez admirablement conservé à Pompéi. J'ai parlé à l'instant du décor de l'une des chaudières. Je pourrais aussi parler des cuves à proprement parler, qui sont, vous ne vous en étonnerez pas après avoir entendu la première partie de ce cours, qui sont des cuves en plomb. Et vous avez ici, dans l'officine de teinturier de Grantin, 1819, l'une de ces cuves parfaitement ou presque parfaitement conservée, qui est totalement en plomb. Et l'on peut étudier ici tous les détails pour la fabrication de ces cuves. C'est en s'appuyant sur ces observations que nous avons tenté une première série d'expériences grâce au concours d'un artisan ami et spécialiste, Roger Zerubia. Nous avons donc en 2006 tenté une première série d'expérimentations au cours desquelles nous avons, ou plutôt Roger Zerubia a reconstruit à l'identique des cuves similaires à celles que l'on observe à Pompéi, avec ici des dimensions moins importantes, et nous les avons mises en place dans des bâtis semblables, ou du moins nous avons essayé qu'ils soient le plus semblables possible à ceux que l'on connaissait à Pompéi. Cette première expérimentation nous a permis de faire des erreurs, ce qui était une fort bonne leçon, parce que par exemple, vous remarquerez qu'il y a des évents pour le tirage, des foyers qui se trouvent dans la partie inférieure de ces équipements, donc des tirages, et nous avions pensé qu'ils étaient trop étroits, que le tirage ne devait pas être trop favorable, donc nous avons choisi de les agrandir, ce qui était une erreur, parce que nous avions fabriqué quelque chose qui était impossible à gérer, il y avait des flammes qui sortaient de tous les côtés, c'était atroce, on montait en température trop rapidement, ça n'allait pas. L'erreur a été porteuse. Et de même, nous n'avons pas cru nécessaire de maintenir
l'espace qui est pourtant observable sur toutes les cuves pompéiennes bien conservées, l'espace donc situé entre la cuve en plomb à proprement parler et les bâtis maçonnés qui les enserrent. Et nous nous sommes aperçus en mettant en marche ces équipements que le plomb se dilatait et que la structure éclatait. Donc, pour ne pas avoir voulu faire trop semblable, pour avoir voulu avoir l'esprit critique et faire mieux, nous nous sommes aperçus qu'il fallait vraiment faire exactement comme ce que nous trouvions à Pompéi pour que les choses fonctionnent. Et fort de cette première expérience, nous avons eu l'occasion, grâce à un financement de l'ANR puis du ministère des Affaires étrangères, nous avons eu l'occasion de solliciter le surintendant de Pompéi de l'époque, Pietro Guzzo, dont on ne saluera jamais assez la générosité et le courage, et qui nous a autorisé à remettre en marche l'une des teintureries de Pompéi, ce qui a beaucoup effrayé les gardiens d'ailleurs, parce que nous sommes arrivés, comme vous le voyez sur l'image, avec des plaques de plomb que nous avons commencé à assembler, à souder, puis nous avons continué en allumant des grands feux au milieu de la ville et des touristes. Donc cela avait fait un peu de remue-ménage, mais c'était une expérimentation absolument séduisante, puisque nous étions là vraiment dans la reproduction, la remise en marche d'ateliers réellement antiques. Et avec le même concours de la même personne, de Roger Zerubia, nous avons donc assemblé sur place, sous le regard admiratif des touristes, d'énormes plaques de plomb pesant des centaines de kilos. Vous voyez ici qu'on n'est plus du tout dans la même échelle que tout à l'heure. Nous n'avons pas, bien évidemment, cassé les bâtis maçonniers qui étaient encore en place. Cela n'aurait pas été trop grave parce que ce sont des bâtis qui ont été restaurés et de nouveau restaurés et restaurés encore depuis le milieu du XIXe siècle. Ce sont des officines qui ont été fouillées dans les années 1850. Ce sont donc des structures modernes, mais nous avons pris bien soin de ne pas les abîmer, ce qui nous a obligés à employer un treuil électrique pour entrer au centimètre près les cuves nouvelles que nous avions fabriquées à l'intérieur des structures déjà existantes, qui ajoutaient un petit peu de piment à la chose, mais ne changeaient rien au fait que nous étions en train réellement de reproduire ce qui existait dans ces ateliers à la veille de l'éruption du Vésuve de 79. Et puis Roger Zerubia a donc a fait le travail de finition en enduisant les dites cuves, ce qui était fait très certainement non pas pour l'esthétique, mais comme on utilisait des masses de textiles importantes et qui plus est mouillées, il s'agissait de ne pas avoir trop de frottement, d'avoir des surfaces lisses et propres. Puis Roger Zerubia a rabattu les cuves comme cela était visible sur celles qui étaient encore conservées, le plomb étant extrêmement malléable. Un simple travail au maillet a permis de reproduire exactement ce que nous avions sous les yeux dans les officines intactes. Donc une reproduction très scrupuleuse cette fois-ci, dans tous les détails, de ce que l'on pouvait observer dans les officines encore en place et qui n'étaient pas abîmées, ainsi que vous pouvez le voir à travers cette photo. La seule différence étant que nous avons mis en place des couvercles pour essayer de tester quelle était l'influence ou pas de ces couvercles au cours des expérimentations qui ont suivi. Donc expérimentations qui ont été réalisées avec la complicité et l'aide précieuse de Marie-Pierre Puybarré, spécialiste du filage, spécialiste du tissage et spécialiste aussi de la teinture, qui avait étudié ces techniques en différents coins de l'Afrique et de la Méditerranée, qui n'avait jamais travaillé sur des structures antiques et qui, me disait-elle, était
tout à fait à l'aise au milieu de ces boutiques, et elle m'expliquait que tel ou tel détail était bien trouvé parce que effectivement cela permettait de faire telle action plus facilement, sans réaliser que ce qu'elle avait sous les yeux était vieux de 20 siècles. Elle était parfaitement à l'aise avec les techniques contemporaines qu'elle avait étudiées, donc dans des pays où ces pratiques sont encore courantes. Je reviendrai sur la question de l'eau. On voit ici de plus près la borne fontaine qui était très certainement utilisée par les artisans de Pompéi. Et vous voyez la masse relativement énorme des teintures. La cuve que vous avez sous les yeux a une capacité de 900 litres. Ce n'est pas rien. Et il est évident que la rentabilité pour remplir ces cuves d'eau à partir de la borne fontaine ne devait pas être tout à fait extraordinaire. On est vraiment là encore dans le domaine de l'artisanat et pas dans celui de la grande production industrielle. Puis nous avons allumé du feu, comme je disais tout à l'heure, cela avait créé certains remous dans le monde des gardiens. Cela avait en revanche attiré les touristes. On voit là les flammes, on ne voit pas la fumée, mais elle y était, comme on le verra sur certaines photos tout à l'heure. Et l'un des premiers résultats que nous avons vus, c'est que bien que le point de fusion du plomb se situe aux alentours de 300 degrés et qu'un feu de bois monte facilement à une température de 1000 degrés environ, eh bien les chaudières n'ont pas fondu parce que, bien évidemment, ces chaudières avaient été préalablement remplies d'eau et que le point de fusion qu'il faut prendre en compte n'est pas celui du plomb, mais celui de l'assemblage plomb et liquide contenu dans la cuve en plomb. C'est la même histoire que les marmites en papier dans lesquelles on met de l'eau et que l'on peut faire chauffer sur votre cuisinière. La marmite en papier ne brûle pas et l'eau bout. C'est exactement le même genre de choses. Nous n'en doutions pas, mais l'expérimentation le montre, les chaudières de Pompéi ne fondent pas sous l'action des flammes. Donc nous avons dans la plus grande chaudière tenté et réussi le mordançage. Je ne m'étendrai pas, je n'en ai pas le temps, sur les détails techniques de cette opération. Nous avons procédé donc au mordançage dans la plus grande des cuves et nous avons procédé dans les autres cuves à différentes expérimentations avec des produits végétaux, puisque les teintures employées pour le textile sont des teintures végétales. Là aussi, je ne m'étendrai pas, ce serait trop long. Donc, nous avons procédé à diverses opérations. Et ce que je retiendrai, et ce qui me semble être le plus important, c'est que pour que nous avons travaillé ici avec de la laine, qui est le produit le plus commun dans les textiles antiques que l'on a retrouvés à Pompéi et dans le monde romain. Donc pour ce qui est de la laine, il y a un danger principal qui s'appelle le feutrage. Un artisan digne de ce nom ne s'amuse pas à feutrer la laine dont il dispose ou qu'on lui a confiée. Et le danger est grand parce qu'un passage trop brutal d'un écheveau ou d'un tissu de laine depuis un bain froid jusqu'à un bain chaud, ou réciproquement d'un bain chaud vers un bain froid, feutre inexorablement et définitivement le produit qui est donc bon à jeter. Et le résultat de tout cela, c'est que la productivité d'un atelier de type pompéien repose entièrement sur la capacité de sa première cuve de mordançage. Parce que lorsque l'on fait passer, mettons, un écheveau de laine depuis la cuve de mordançage jusqu'à la cuve voisine de teinture, et c'est la raison pour laquelle il y a deux sortes d'équipements, on passe d'un bain chaud à un bain chaud et donc la laine ne feutre pas. Par contre, si l'on a un écheveau de laine que l'on veut mordancer et qui est donc à température ambiante et que l'on trempe dans la cuve de mordançage qui est portée à une température de 80 à 70 degrés, on a un choc thermique qui la fait inexorablement feutrer. Et c'est donc
je le répète, toute la capacité de cette première cuve de mordançage qui fait ou pas la rentabilité de l'officine. Cela explique pourquoi elles étaient beaucoup plus grandes. Et par ailleurs, on peut facilement recharger en principe tinctoriaux les cuves de teinture à proprement parler. Et donc, à l'inverse, on est obligé d'attendre que le bain de mordançage refroidisse avant de pouvoir vider la cuve, remettre un nouveau bain froid, ajouter de l'alum, mettre les chevaux à l'intérieur et remonter à la température souhaitée. Autre détail qui me paraît important aussi et qui a fait partie de l'expérimentation, bien que ça ne soit pas initialement prévu, c'est que nous avons travaillé dans des officines qui n'avaient plus de toit, qui n'avaient plus de porte et qui étaient donc extraordinairement aérées par rapport à celles que les artisans antiques ont réellement connues. Or, il se trouve qu'à la fin des expérimentations, les expérimentateurs eux-mêmes étaient en très mauvais état parce que nous étions tous en train de tousser, de cracher nos poumons et manifestement d'avoir été touchés par les émanations peut-être tout simplement de fumée, peut-être plus gravement de fumée mêlée à des parcelles de plomb ou à la toxicité des bains de mordançage. Quoi qu'il en soit, après des expériences réalisées, somme toute, en milieu ouvert et de courte durée, il y avait des symptômes qui n'ont pas duré, je vous rassure, mais qui étaient tout à fait désagréables et qui donnent une idée donc des conditions de travail que l'on connaissait durant la période antique, ce qui au demeurant n'est pas extrêmement surprenant. Et je conclurai non pas en tâchant de vous donner des indications sur la productivité de ces équipements que nous avons donc remis en fonction. D'abord parce qu'il aurait fallu poursuivre les expérimentations, les développer, les multiplier. Et si nous avons eu des résultats qui permettent de savoir en combien de temps tant de bois est nécessaire pour faire monter à tant de degrés tel ou tel bain, nous sommes encore dans des données si fragiles que je préfère ne rien dire. J'insisterai plutôt, pour conclure, sur les datations de ces équipements, parce qu'on se rend compte en effet que pour le travail du textile, on a à Pompéi deux grandes séries importantes d'officines. Une série d'officines destinées, je le crois volontiers, au nettoyage des toisons. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui. Ce sont des officines qui sont très nombreuses à Pompéi et qui témoignent qu'il y a une production de laine relativement importante, faute de pouvoir comparer réellement Pompéi avec d'autres villes conservées dans les mêmes conditions excellentes. Il est difficile de le dire, mais en tout cas, il y a donc des officines de nettoyage de toisons qui, lorsqu'elles sont datées, sont d'époque augustéenne, voire plus anciennes, et qui sont en tout cas, de façon systématique, beaucoup plus anciennes que ces ateliers que je viens de vous présenter, et qui tous, lorsqu'ils peuvent être datés, sont postérieurs aux événements de 62. Et donc, il est vraisemblable que ce sont uniquement les dernières années de la vie de Pompéi qui ont connu ce développement particulier de l'artisanat du textile qui, au lieu de produire de simples toisons, certes propres, produisait des produits à forte valeur ajoutée, comme les tissus, les vêtements teints, et qui étaient par ailleurs fort probablement réservés à un marché élargi par rapport à ce qu'avait connu Pompéi dans un premier temps. Et ce que je vous ai montré donc est un progrès, entre guillemets, spécifique aux dernières années de la vie de Pompéi, qui s'ouvre très probablement à travers ces officines à un commerce élargi de produits à forte valeur ajoutée. Je vous remercie. Bien, sur ces
3 interventions. Je remercie encore Laetitia Cavassa, Martine Le Guillou et Philippe Borgard. Nous achevons notre cycle sur Pompéi et vous avez vu que quand même les recherches récentes sur l'artisanat permettent d'avancer quelque peu dans les vieilles problématiques sur la ville de consommation, la ville de production. Et les archéologues que nous sommes avons tendance à penser qu'au moment de l'éruption de Pompéi, Pompéi est en train de se transformer en partie en ville de production, notamment pour les textiles et pour le cuir, voire pour certaines industries alimentaires, et donc que nous nous trouvons à cette époque flavienne dans un moment particulier de croissance économique et qui ne continuera que à peu près pendant un demi-siècle et ensuite connaîtra des déboires que nous aurons l'occasion de voir en d'autres circonstances et dans d'autres cours dans les années qui viennent. Je vous remercie.